On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez aujourd'hui passer 2 heures, évidemment, comme d'habitude maintenant, vous le savez, 2 heures en compagnie de Michel Bernier, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi et Jérémy Michalak. Alors que la cymbale est notre cymbale. Alors que ce soit bien clair, parce que moi on m'a assis à côté de la cymbale, tu recommences une fois, je te la fais bouffer ta cymbale. Je croyais qu'il parlait de moi. Donc on est assis à côté de l'autre. Non, vous n'avez rien d'une cymbale, ma chère. Pas du tout, non. Éventuellement une grosse caisse, pas la balle. Une grosse caisse, dis donc. Tu veux ma main dans la figure immédiatement? Il aime bien bouffer. Parce que l'hiver vient d'arriver, il faut tout de suite qu'on se réchauffe à coups de claque, c'est ça? C'est une méthode. Oui, parce qu'alors vous dites donc le flutio, vous feriez mieux de la fermer. Merci Laurent, voilà. Franchement, vous avez vu un peu le gabarit du mec? Bah, c'est sûr que bon, pour souffler là-dedans, enfin bon. Vous êtes prêts à répondre aux questions que je vous ai préparées là? Bien sûr. Ah, parce qu'attention, hein, j'ai potassé là, parce que c'est un peu trop facile, je m'aperçois que... Bah, elles sont dures, je vais pas nous poser des questions, comment allez-vous, ce genre de conneries comme. D'accord, Moi, j'arrive jamais à allons-y, répondre. comment allez-vous? Ça va. Bonne réponse de Mustapha. En 1995, on va démarrer avec de la politique. Jacques Chirac promettait quelque chose à Jacques Chaban-Delmas. Quoi? Le septennat, juré promis, on n'y touchera pas. On fera jamais le quinquennat. Voilà. Eh ben, excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Exactement, en 95, Jacques Chaban-Delmas avait apporté son soutien au candidat Chirac qui se présentait à l'Élysée pour la première fois en 95. Et Chirac dit, allez, donne-moi ton soutien. Je te jure, je toucherai jamais au septennat, ça restera 7 ans. Il a très vite transformé le septennat en quinquennat. Très vite, pas tout à fait, mais quand même un peu. Et quand même, il l'a fait avant la mort de Chaban-Delmas. Ce qui nous vaut ce témoignage dans le Figaro aujourd'hui du fils de l'ancien Premier ministre. On a vu sa femme au premier rang lors du congrès UMP du sacre de Nicolas Sarkozy. Et là, c'est le fils Jean-Jacques Chaban-Delmas, qui d'ailleurs a apporté lui aussi son soutien à Nicolas Sarkozy, qui dit 2 mois avant la mort de mon père m'a regardé avec un petit sourire quand effectivement il y a eu ce référendum sur le quinquennat. Il m'a dit, je ne suis pas étonné que Chirac ne tienne pas sa promesse. Et encore, il va aller plus loin. Comme il sait que Sarkozy peut se faire élire, il va mettre en place le 1 C'est-à-dire 1 an de mandat, c'est tout. Ah oui, ce serait pas mal, ça, juste avant de partir. Le Juste pour faire chier jusqu'au bout, tu sais. Alors, autre question, et là, évidemment, ça va énormément intéresser l'homme des marques et des produits, Jérôme Bonaldi, mais c'est pas pour autant qu'il aura la réponse, qu'ont failli faire rater les produits, et particulièrement le shampoing DOP. La signature d'un gros marché. Pas la signature d'un gros marché, mais... la signature d'un groupe de rock qui s'est lavé les cheveux et d'un coup ça a tout cassé. Kyo. Oui, c'est ça. C'est la pub pour Barthès. C'est plus vieux, hein, c'est plus ancien pour tout vous dire. Ça ne remonte pas à hier. À une élection. Peut-être que si vous trouvez déjà l'époque, ça va vous aider. Les années 50. Les années 50. Les années 50. Quand vous avez dop. Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait que ça soit un shampoing? Oh, pas vraiment. C'est avec le nom DOP. Le lancement DOP était sponsor de quelque chose, pour tout vous dire. Du Tour de France. Non, pas du Tour de France. Un chanteur. D'un festival Un de salon de films. coiffure. D'un festival de films, non. Un truc. Machin. Un bidule. Bon, écoutez, franchement, essayez d'avoir un peu de jugeote, Ah, là. ben oui, mais l'hiver est arrivé, on a le cerveau un peu gelé. Alors, justement, voilà. ça c'est intéressant ce que vous Patinage artistique. Est-ce que ça a un rapport avec l'abbé Pierre? Ça a un rapport avec l'abbé Pierre, on avance. On a failli faire rater, je sais pas. L'hiver 54. Non, alors, c'est pas en 54, je vais vous donner l'année précisément. Justement, c'est avant l'hiver 54. C'est en 52 que ça s'est passé. Il voulait être mannequin, l'abbé Pierre, à l'époque. Mannequin pour cheveux. Vous savez que ça se passe en 52. Vous savez Oui. que ça a un rapport avec l'abbé Pierre. Je vous ai dit que DOP était sponsor de quelque chose. Là, quand même, ça devrait commencer à vous mettre sur la voie. Une émission sur Une émission. Radio Luxembourg à l'époque. Oui. Il faisait de la pub et on a failli couper l'appel de l'abbé Pierre par une publicité Non, DOP. puisque l'appel de l'abbé Pierre, vous le savez, Bah oui. C'est en 54. c'est en 54. Non, parce que ça faisait 2 ans qu'il l'appelait. Il a appelé pour la valise Mais RTL. l'appel de l'abbé Pierre, vous croyez pas si bien dire. C'est pas la valise à l'époque. L'appel de l'abbé Pierre, effectivement, en 54, n'était pas sa première intervention radiophonique, en fait. C'est parce qu'il Ah, il faisait il partie d'un sponsorisait jeu. genre le jeu des 1000 francs, quelque chose comme ça. Pas le jeu des 1000 francs. Un jeu où on pouvait gagner de l'argent. Un jeu où on pouvait gagner. Qui était sponsoré très par DOP. célèbre. Qui tu doubles. Qui tout double. Oh la vache. Alors. On a été long. Et hein. alors, bah, parce que là, voilà, alors. c'est pas encore tout à fait la bonne Non, réponse. non, pas de On quoi. avance. DOP est sponsor du jeu radiophonique Qui tout double. Et l'abbé Pierre joue. Et l'abbé Pierre
joue au jeu. S'apprête à... S'apprête à jouer. Et il veut donner tous ses gains pour sa cause, pour les pauvres. Exactement, pour les pauvres. Il veut jouer évidemment en faveur de la compagnie Emmaüs. Oui. Je vais vous accorder la bonne réponse, Jérôme Bonaldi. Effectivement, à l'époque, ça se passait dans un cirque Radio Circus le 29 mars 1952 à Chantilly, à Zapimax qui témoigne dans France Soir ce matin, l'animateur à l'époque du jeu Quitte ou Double. Et effectivement, ils appellent l'abbé Pierre pour que, pour la première fois, il lance un appel pour sa fameuse fondation et pour les pauvres. Et il va, grâce au jeu et grâce à la somme qu'il aura gagnée, 256 000 anciens francs. C'était pour gagner un camion pour l'association qu'il venait de créer, les chiffonniers d'Emmaüs. Et pourquoi ça a failli ne pas se faire? Parce qu'il a pas répondu à la bonne réponse. Non, il a répondu à la bonne réponse. Je vous ai dit qu'il avait gagné. Parce que Ça a coupé, il n'y avait plus de pièces pour le... Mais le rapport avec DOP, Mais c'était non, ça la parce que DOP ne voulait pas que ce jeu s'appelle le Kit ou Double, mais que ça s'appelle Question pour un shampoing. Non, c'est pas ça. C'est pas mal ça, mais c'est pas ça. Non, alors écoutez, franchement. Parce que DOP, ils étaient pas d'accord, non? Mais pas DOP n'étaient pas d'accord. À celui qui trouve la réponse, il a gagné là. Hein. Ah bah oui. Ça, Laurent, merci. Parce que l'abbé Pierre... Parce que c'est l'abbé Pierre qui voulait pas. Ouais, l'abbé Pierre ne voulait pas être associé à DOP. Avoir un sponsor derrière. Il voulait pas être sponsoré par DOP. Il dit, oui, je refuse les marques. Voilà. Exactement, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Jérôme, tu allais chercher la révolte dans l'homme. Oui. C'est ça qui t'a sauvé. Déjà, son slogan, nos logos. Non, DOP, On non, y est DOP. enfin arrivé. Ça se passait dans un studio donc de Radio Luxembourg à l'époque. Louis Merlin raconte Zapimax. Louis Merlin et moi avons poussé l'abbé Pierre à passer dans Quitte ou Double. L'émission était extrêmement populaire, avait une très forte audience. Pourtant, l'abbé Pierre s'est fait prier, sans jeu de mots. Il disait « Je ne veux pas faire le guignol pour vendre un shampoing », car à l'époque, effectivement, l'émission était parrainée par les produits DOP. Mais ils ont finalement réussi à le convaincre à participer tout de même à sa première émission radiophonique, ce jeu Quitte ou Double, dans lequel jeu il a gagné donc 256 000 anciens francs, soit 390 €, ce qui a permis d'acheter le premier camion pour l'association Les Chiffonniers d'Emmaüs. Bravo, on y est enfin arrivé. Dites donc, ça a été dur. Hein, quand même. Ça a été dur. Alors, on va peut-être parler football. Ça va peut-être être plus facile pour Jean-Luc Lemoyne. La réponse va arriver plus facilement. Milan Barros, le nouvel attaquant de Lyon. C'est Géopardy, ce truc. J'ai pas la question, mais j'ai pas la réponse non plus. Alors. Oh, je tente ma chance, écoutez. Pourquoi peut-on dire que Thierry Henry a fait une drôle de José tête Bové. dimanche dernier? José Bové l'a mis sur sa liste de soutien. Oh merde, je pensais que vous alliez me dire qu'il a marqué pour la première fois un but de la tête, ce qui est très rare de la part de Thierry Henry, et c'est vrai. Oui, il a contre Manchester United dans les arrêts de jeu, ouais. Exactement, à la dernière minute, le but de la victoire face à Manchester United. Thierry Henry a marqué un but de la tête, mais c'était pas ça la réponse. La réponse est qu'effectivement, raconté. C'est vrai, c'était moi. José Bové a fait croire qu'il était, qu'il le soutenait alors que Il a pas fait croire, soyez pas aussi vache que Non, ça. il a reçu un mail mail, venant de Londres en disant que Thierry Henry soutenait sa liste, et visiblement c'est pas Thierry Henry qui l'avait envoyé. C'était une blague. Et Thierry Henry a démenti effectivement le fait de soutenir José Bové. Le mail venu de Londres venait certainement d'un plaisantin qui s'est fait appeler Thierry Henry, mais c'était pas le vrai Thierry Henry. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi, je vous l'accorde. On vient de retrouver une boucle d'oreille de Marlène Dietrich. Dans quelles circonstances curieuses et où? Alors là, ça rame. Là, je me marre. Dans des Je vais canalisations. finir par sponsoriser ce jeu par DOP. Aïe, 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 Une aïe, boucle aïe. d'oreille de Marlène Dietrich qu'on a retrouvée. Seulement Alors, maintenant. Hein, quand Seulement même. maintenant. Donc, Emmaüs. c'est un endroit où on fait pas bien le ménage. Ouais, c'est ça. C'est un endroit où on peut pas aussi facilement que ça faire le ménage. Alors, la Tour Eiffel. Non, pas la Tour Eiffel. Mais faux sur un sceptique. monument? Elle l'a, je vais vous dire, elle l'a perdu cette boucle d'oreille quand même. Je vais vous aider. En 1934, je sais pas si vous voyez un peu quand même. En Allemagne, Et on alors. vient seulement de la retrouver. Non, pas en Allemagne, en Angleterre. Et Pas la Tour ouvert. Eiffel, mais c'est un monument d'Angleterre. C'est pas un monument. Où est-ce qu'on peut perdre une boucle d'oreille, Michel? Mais partout. Dans les toilettes, parce Je qu'on vois se que vous maquille. emportez des Alors, hôtel. dans un lit. hôtel. Dans un lit. Dans un lit, par exemple, ça c'était pas mal comme Voilà. idée, mais Dans c'est un pas lit. dans un Ah, lit. c'est pas dans un lit. Dans un C'est dans un taxi. Non, pas dans un taxi. Un hôtel. Non, non plus. Alors je peux vous aider quand même pour vous dire qu'on n'a pas seulement retrouvé la boucle d'oreille de Marlène Dietrich. Mais l'oreille qui va avec. On a retrouvé le reste du corps. On a retrouvé aussi, mais ça lui appartient pas, un œil
Devers, ça veut dire que peut-être Le Pen était là-bas en même temps. Une moumoute, ça veut dire que Salvatore Adamo y était aussi. Des chapeaux, donc les madame, objets trouvés. Aux objets trouvés. Madame de Fontenay, des écharpes, des pièces de monnaie, 3 Dans une poupées, vente aux enchères. un soutien-gorge que la coffre-fort. propriétaire n'a pas réclamé. À la foire fouille. Un coffre-fort. Dans une vente aux enchères. Non, sauf qu'à l'époque, elle, Marlène Dietrich, elle avait signalé qu'elle avait perdu sa boucle d'oreille. Voilà pourquoi on sait que c'est la boucle Au d'oreille. commissariat Dans une brocante. Non. Dans le recel d'un kleptomane. En fait, pourquoi Marlène Dietrich était là en 34 ? Parce que c'était l'inauguration de cet endroit et elle a évidemment participé à quelque chose et elle en a perdu sa boucle d'oreille. pas Le le musée stade Grévin de le stade là-bas, le olympique Wax de Berlin. Museum. Une Non. piscine. Non. Madame Truchot. Parce qu'il faut enlever Oh là là, ils sont faut enlever ses vraiment. fringues. Alors là, écoutez, d'habitude, je On est n'autorise nuls. jamais le public à souffler, mais alors pour une fois, je vais vous demander si vraiment vous avez une idée, n'hésitez Ce pas à qui fait les plaisir, aider. c'est que le public est aussi fort que nous. C'est pareil. On se sent bien soutenus. Ouais, on est aidés. Au moins, ils pourront pas se moquer. Ils sont 4000, il y en a pas un qui a la réponse. Non, mais dis donc. Il y en a un qui a répondu DUP là-bas, je crois. Dans un vestiaire. Non, je suis sûr que vous l'avez déjà fait, moi aussi, et à chaque fois qu'on va dans ce genre d'endroit. Dans une visite À la- médicale. Non. Une visite On vous médicale. demande, on vous dit faites attention, videz bien vos poches, regardez que vous n'avez rien sur vous. Dans un parking. Dans un grand dans huit. une fête foraine. Dans un grand 8, excellente réponse de Jérémy Michalak. Ça, c'est À la la classe. hein. fête foraine, en 1934, le parc d'attractions Pleasure Beach, situé à Blackpool, en Angleterre. Le plaisir, avait- le plaisir des putes. Et le type, il a, attends, il y a un Plaisir de la plage. Le type pour le grand 8, il enlève son Non, œil ça de va être verre. plaisir de la plage, j'imagine. Pleasure évidemment. Beach. Ah, d'accord. bah. Et ils avaient invité la célèbre Marlène Dietrich à venir éprouver les sensations, écrit Marianne, que procuraient les nouvelles montagnes russes. Et le Big Dipper, comme on l'appelait, était au-dessus d'un lac artificiel. Il y avait une vertigineuse descente. C'est dans cette descente que la star de l'époque a perdu une boucle d'oreille. Quand elle s'en est rendu compte, elle a demandé qu'on fouille les alentours. Les recherches à l'époque furent vaines. Et c'est seulement la semaine dernière, en 2006, c'est quand même vous dire, ça fait 72 ans plus tard, il y a eu la semaine dernière des travaux de modernisation, c'est vous dire qu'ils Oh, les normes de sécurité. Après 18 accidents en 2005, ils se sont dit, tiens, au bout de 70 ans, on va peut-être le changer celui-là. Ils ont Ils trouvé des avaient cadavres même aussi. perdu des gens. ont retrouvé la boucle d'oreille Et un œil de verre, c'est en génial. parfait état et nous allons la restituer, disent-ils, aux héritiers. Ils vont être contents. Oh, Aux une héritiers boucle. de Marlène Dietrich. Surtout celui qui a perdu sa moumoute, il va être content. Et effectivement, ils ont retrouvé aussi au fond de l'ancienne pièce d'eau, puisqu'il y avait donc un lac artificiel sous le Grand 8, un œil de verre, une moumoute, des chapeaux, des écharpes, des pièces de monnaie, 3 poupées et un soutien-gorge. Si en Un 1934... soutien-gorge. Oh, bah dis donc, ça devait être chaud dans le grand 8. Pas mal. En centrifuge. vous qui écoutez Europe 1, si en 1934... Vous avez fait du grand 8. Vous avez perdu un œil. Une Appelez-nous. écharpe ou un On vous le soutif. renverra. Mais voilà, c'était une question intéressante, quand Ah même. oui, c'était vachement bien. C'est original, au moins. Ah oui, ça c'est original. Je confirme. Quelque chose de sportif encore. Un Tchèque de 32 ans qui détient le record du monde du décathlon ne pourra pas participer à la prochaine réunion d'athlétisme de Tallinn qui a lieu en Estonie. Mais ça, c'est pour information que je vous donne ce détail. Ça se déroulera les 3-4 février prochains. C'est encore pour information que je vous donne ces dates. Mais pourquoi ce Tchèque de 32 ans qui détient le record du monde du décathlon est-il forfait pour la prochaine réunion d'athlétisme? Parce qu'il a perdu son œil de verre dans un grand 8. Non. Parce qu'il est en tôle. Pour tout vous dire, il est blessé. Mais si vous me dites pourquoi il est blessé, vous avez la bonne Il s'est réponse. pris un javelot dans quelque Dans le chose. bras. Excellente réponse Il s'est pris un javelot. Jean-Luc Lemoine, effectivement Jean-Luc, ce Tchèque qui détient le record du monde du décathlon a été victime d'un autre athlète qui a lancé un javelot dans l'épaule. C'est le mec qui avait perdu son œil de verre. Non, c'était le numéro 2, il s'est dit, tiens, il faut que je le batte. Oui. La plaie a l'air assez sérieuse. Un examen plus détaillé a montré que le javelot avait glissé entre la peau et un muscle sans laisser de séquelles importantes. Mais quand même, le pauvre athlète qui a reçu le javelot pourra pas participer à la prochaine réunion C'est d'athlétisme. pratique parce que si le mec se prend un javelot qui court très loin, l'autre bat le record du coup. Oui, vous voulez dire si l'autre est encore là à la prochaine réunion. Bah oui. C'est quoi le décathlon d'ailleurs? Il y a tout. C'est 10 épreuves en 2 jours. C'est vraiment des athlètes hallucinants. La dernière épreuve, c'est quand tu rentres dans une tente au bord du canal Saint-Martin. C'est ça, décathlon. Il faut la forme. Qui va rentrer plus vite dans une tente? Le nouveau décathlon. Allez, autre question liée à l'actualité. Qui a déclaré « Je n'en ai plus que 7 »
Et de quoi s'agit-il, évidemment? C'est pas une association de nains? Non, pas du tout. C'est Blanche-Neige, oui. Je n'en ai plus que 7. C'est quelqu'un dans la presse qui est interviewé aujourd'hui à l'occasion d'un événement particulier, il faut dire. Il dit « Je n'en ai plus que 7 ». De quoi s'agit-il? Alain Delon. Exact, c'est Alain Delon, mais alors de 7 quoi? Des amis dans le métier, des Des gens qui me supportent. C'est presque ça, idoles. en fait. Des ex-femmes? Non. Des avocats. Justement, comme il a plus beaucoup d'amis dans le Des métier. chiens. Des chiens, excellente réponse de Jérémy Michalak. Quoi? Jérémy Michalak, je peux répondre, mais... C'est assez incroyable d'ailleurs, parce qu'on se dit, j'en ai plus que 7, mais alors combien il y en avait des chiens? Ça paraît étonnant quand Ah, même. mais à Douchy, là-bas, il en a, je sais pas, des meutes. Ah, vous êtes déjà allé à Douchy chez Mais Alain j'en ai Delon? entendu beaucoup parler, j'aurais adoré aller. Alors vous, Laurent, vous lisez pas la presse People, quoi. Pourquoi? La fameuse aventure entre Michel Bernier et Alain Delon, vous avez jamais entendu ça, parler. Jamais, jamais. C'est n'importe quoi, Laurent. On en reparlera d'Alain Delon et de Oui. Mireille d'Arc sur scène dans Sur la route de Madison. Il démarre ce soir au Théâtre Marigny et Paul Vermus a enquêté évidemment sur cette première à la fin de l'émission. Paul nous dira tout là-dessus. Mais j'ai une autre question sur Alain Delon parce que justement, Alain Delon, pour la première fois dans sa carrière professionnelle, va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Une tournée. Tournez. Une tournée théâtrale, excellente Merci. réponse de Mustapha El Atrassi. Enfin, il devait faire la dernière là, du spectacle qu'il faisait avec Astrid Veillon, puis il l'a pas faite. Hein, donc, Parce qu'il a jamais effectivement tourné, il n'a joué qu'à Paris au théâtre, il a joué peu au théâtre, on le sait, un peu plus ces dernières années. Il avait joué à l'époque, dommage qu'elle soit une putain, je crois, avec Romy Schneider, c'était oui. à ses tout débuts. Là depuis effectivement quelques années, il a renoué avec le théâtre, mais il n'a joué qu'à Paris, jamais en tournée. Et là, pour Sur la route de Madison, il explique qu'il va effectuer sa première et sa dernière tournée à travers la France. C'est quand même une tournée d'Alain Delon qui vient nous servir à boire, c'est agréable. Autre question. La chanteuse Pink, vous connaissez évidemment. Oui, Madame Rose. Son chien est mort dans la piscine. Waouh. Je sais que c'est ça. Elle m'a envoyé. Oh, mais alors, ma question était plus amusante. Ah bah ouais, j'ai caché. Pourquoi a-t-elle pleuré à la mort d'Elvis? Parce que c'est comme ça que s'appelait son chien. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Je suis trop bon, moi. Effectivement, le chien Elvis de la chanteuse Pink a été retrouvé mort dans la piscine. C'est un bulldog qui avait pourtant l'habitude, nous dit-on, de barboter dans le bassin, vous voyez. oui. Que s'est-il passé? Une crampe, peut-être? Il faut toujours quelque chose, ou soit une petite échelle, soit des marches pour que les chiens puissent remonter. Il y a beaucoup de petits animaux comme ça qui crèvent dans les piscines. C'est Non, vrai. c'est pas ça, c'est pas Mais ça. c'est le truc horrible. pour Moi, un j'avais bateau. un moustique, il est mort dans la piscine. Je l'imagine, la chanteuse Pink, dans son petit maillot sexy, avec son épuisette en train de ramener le bulldog tout près du bord, tu sais. Triste. Non, mais c'est triste. C'est Mais le triste. problème, c'est qu'elle avait habitué son chien à jeter des balles en plastique. Puis un jour, ils ont lancé une boule de pétanque. Le chien est resté, fait je la ramène, je vous assure. Le ridicule dans l'affaire de Pink, c'est quand même que le chien, franchement, soit dans la piscine. On fait pas nager son chien dans une piscine. Mais non, mais il jouait et il a pas pu remonter. J'ai un chien, mon chien, il a pas le droit d'aller dans une piscine. Et un mec poilu, Et il là, a le droit. je plains, si un jour vous avez des enfants, tu n'as pas le droit dans la piscine. Bah oui, le Ah, gosse, mais les il- enfants, ils ont le droit d'aller dans la piscine. Qu'est-ce que vous me racontez, bon Mais ami? faut faire gaffe aux petits enfants, quelquefois ils n'arrivent pas à remonter. Moi qui est à la campagne, pour tout dire, et une piscine, je dois le reconnaître. Piscine olympique, on peut le dire, Laurent. La une piscine. D'accord, mais Eh bien, tiens, mon C'est chien, le il reste- plongeoir de 7 mètres, il gêne tous les gens autour, hein, je vais vous le dire, Laurent. On n'a plus de réseau à cause de vous, Laurent. Merci beaucoup. Leur Manodou s'entraîne dans sa Il n'y a plus piscine. personne qui peut téléphoner. mon chien, ben voilà, il regarde, il est triste, il aimerait bien y aller. Ah, et voilà, il rend son chien triste parce Mais il qu'il est laisse obé- pas aller dans l'eau. Mais il est obéissant. Bah oui, il aime. En plus, quelle c'est un merveille. labrador, c'est qu'ils adorent aller dans l'eau. Mais c'est une torture alors. C'est horrible. Non, parce qu'il y a une Mèche. rivière, il va dans la rivière. Ah bon. Mais il est Mais c'est méchant. scandaleux. C'est moins mettre un chien dangereux, dans la une rivière. Le mec adore le chien qui va nager dans la rivière pendant que le chien est dans la piscine. tu sais. Bah, moi, c'est ça nage que je trouve toujours ridicule. avec mon chien. Chez Pink, quoi. Ah, vous allez voir un jour, il est tellement malheureux ce chien, il va se suicider dans la rivière. Je pense pas que c'est par vengeance, pendant que Laurent va se baigner, il va jeter un sèche-cheveux à l'intérieur. tu sais. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Jérémy Michalak, Michel Bernier, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi.
Et nous avons au téléphone Monsieur Laurent Levasseur, directeur général de la société Blue Linéa. Bonjour Monsieur Levasseur. Bonjour Monsieur Ruquier. Alors pour l'instant, évidemment, nos auditeurs doivent se dire mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que Blue Linéa? Eh bien, autant vous dire qu'hier dans Le Parisien, il y avait une page entière consacrée aux bracelets électroniques pour les nouveau-nés, puisque certaines maternités ont décidé d'équiper les bébés de ce bracelet électronique, et particulièrement l'hôpital de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. On va rappeler évidemment dans C'est un bien pour les faire instant. passer à la caisse. Mais non, on ne paye pas les bébés, mais justement, ça permettra surtout qu'on ne les enlève pas, qu'il n'y ait pas de kidnapping, de rapt. C'est évidemment l'objet essentiel et le but de ce bracelet électronique. Le Parisien a fait une page entière là-dessus hier. C'est repris dans toute la presse aujourd'hui, et même Europe 1 vous en a parlé ce matin. Alors vous êtes celui, monsieur, qui avec votre société avait, on va dire, mis au point ce bracelet électronique? Oui, tout à fait. Avec mon ami Philippe Carvella, qui était à l'origine de cette solution, nous avons mis en place ces bracelets à l'usage des bébés après une rencontre avec l'hôpital de Montfermeil il y a 1 an et demi. Alors, il faut dire qu'effectivement, cette décision a été prise à l'hôpital de Montfermeil, suite aussi à cet enlèvement qu'on a pu voir dans un hôpital il y a peu de temps, enlèvement d'enfants. On se souvient que c'est une jeune fille de 12 ans qui avait enlevé un bébé. Ça a accéléré les choses? Pour la petite histoire, nous avions reçu un appel le 22 décembre du directeur de l'hôpital, nous informant qu'il nous passait commande dans les prochains jours. Et cette commande est arrivée avant même ce deuxième enlèvement. C'est à la cheville du bébé que le bracelet électronique sera installé et non pas au poignet. Voilà, pour les nouveau-nés, pour les tout petits nourrissons, c'est à la cheville que ça s'installe. Et c'est déjà plus pratique et surtout plus efficace. Alors il y a quoi? Il y a une alarme? Il y a un GPS? Qu'est-ce qui se passe? Alors dans le petit bracelet, en fin de compte, il y a un petit émetteur radio qui envoie chaque seconde un numéro, qui est le numéro du badge, auquel est associé le bébé. Et nous avons des antennes qui sont installées dans les faux plafonds qui repèrent ce signal et qui permettent ainsi de localiser dans des zones le bébé. Ça s'appelle du RFID actif, Oui. pour Jérôme Bonaldi par exemple. Et pourquoi pas prendre du RFID passif? En gros, en français, pour ceux qui nous écoutent, une simple puce anti-vol, qui est toute petite, qui coûte beaucoup moins cher et qui est tout efficace. Je comprends votre question. Nous avons, nous, des solutions qui sont spécialisées dans le RFID actif, dans l'hôpital, tout simplement, parce que pour que votre toute petite puce puisse être activée, il faut qu'il y ait un champ magnétique qui la réveille. Et on a du mal à imaginer faire baigner dans un champ magnétique tout un service d'hôpital. Ah, qu'il est con, Bonaldi! Non, mais on met comme dans les magasins. Le bébé n'est pas kidnappé, mais il meurt d'un cancer dans les 2 mois. Non, c'est un champ magnétique Ainsi partout que qui tout va l'hôpital. gêner. Non, sérieusement, excuse-moi, juste un peu de technique. Et c'est compréhensible par tout le monde. On met comme dans les magasins des portiques à la sortie. Ça, c'est possible, mais nous, on va pouvoir, avec du RFID actif, avec ces bracelets électroniques, pouvoir assurer 2 surveillances. La surveillance des accès, celle dont vous parlez, et à la rigueur, cette solution suffirait. Mais il faut aussi voir que le bracelet pourrait être enlevé au bébé. Il faut que le bracelet ne blesse pas le bébé. Donc, on a auto-protégé aussi ce bracelet. Si jamais quelqu'un vient à couper le bracelet, à l'arracher ou même à l'étirer, ça lance un SOS, et c'est pour ça qu'on a besoin de voir le bracelet en permanence. Ah oui, alors donc quelqu'un qui par inadvertance voudrait chatouiller le pied du bébé, oh, comme il est mignon, hop, enlèverait le bracelet, bip, ça sonne dans tout l'hôpital. Écoutez, moi je vis avec au bout du poignet depuis plusieurs mois. Pourquoi votre femme a pas pu partir? Me chatouille de temps en temps, ça se passe très bien. On a une question d'auditeur, il y a un auditeur qui voudrait savoir si on peut adapter ce bracelet sur son fils de 16 ans qui tous les samedis soirs se barre par la fenêtre pour aller faire le con en boîte de nuit. C'est ce que j'indique à mon fils chaque week-end, que si jamais nous sommes en rez-de-chaussée et il venait à s'échapper la nuit, il serait équipé assez rapidement. Il y avait une solution moins chère, c'était le boulet de 20 kilos, moins coûteux. Ouais, c'est pas mal ça aussi. T'es sûr qu'il bouge pas là? Quand j'ai lu le papier dans le Parisien d'hier, je me suis dit que c'était inutile, que c'était inefficace, que c'était cher, que c'était encombrant, que c'était gênant pour le personnel, que ça participait à la parano et que le remède était pire que le mal. En gros, j'étais foncièrement C'est quand contre. même, pardon de vous interrompre, cher Jérôme, mieux que la version américaine du bracelet qui explose en cas d'enlèvement. Faut le dire. Qui marque le bébé en rouge comme les billets. Mais pour prolonger la question de Jérôme, c'est vrai qu'hier, dès hier dans le Parisien, il y avait monsieur François Goffinet, qui est membre du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, qui semblait être contre, car il disait quand même, les enlèvements de bébés sont rarissimes. Est-ce besoin effectivement d'équiper tous les bébés dans une maternité d'un tel bracelet, alors que les rapts et les kidnappings sont quand même pas légion à ce point? Détrompez-vous, il y a en effet les
kidnappings sont rares. Maintenant, on prémunit de deux choses. Bon, surtout ce qui s'appelle l'échange. A priori, ça semble être un vrai souci et les gens ont vraiment besoin d'éviter cela. Et puis, il y a aussi souvent des rapts qui ne sont pas appelés rapts, mais affaires familiales, où vous avez un proche de la famille, un père, une mère qui s'échappe avec son bébé de manière incontrôlée, et ça arrive a priori plus fréquemment. Donc là, concrètement, avec ce bracelet, déjà dans un premier temps, si on sort avec le bébé de l'hôpital, ça sonne à la porte de l'hôpital? Ça sonne à la porte du service. Et après, en admettant que effectivement le bébé sorte tout de même, que ça sonne pas, ou je sais pas, ou que ça sonne et qu'on n'ait pas le temps de réagir, on a le temps de retrouver le bébé où quel que soit l'endroit où il se trouve? Alors après, notre dispositif ne fonctionne que dans l'hôpital, c'est-à-dire qu'à la sortie de l'établissement, on ne pourra plus tracer le bébé, mais on aura eu l'information à l'instant T, ce qui est souvent déjà une information assez importante. Écoutez, c'est une belle invention quand même. Merci. Hein, plutôt qu'une gourmette, offrez à votre bébé un bracelet électronique. Je vais être content. Et puis Nicolas Sarkozy, il y a peu de temps, voulait qu'on fiche les enfants très tôt pour savoir s'ils allaient devenir délinquants, au moins s'ils ont un bracelet électronique dès le premier jour. Rien à ajouter, monsieur Blue Line? Bah écoutez, monsieur Blue Linéa n'a rien à ajouter, sauf Blue que... Linéa, oh pardon, j'ai écorché votre nom. C'est pas très grave. Sauf que lors de nos présentations et démonstrations, la chose que l'on redoute le plus, c'est l'effet Bonaldi, bien sûr, lors des démonstrations. Et ça a foiré? Non, ça se passe bien, mais c'est souvent une des pensées que j'ai. On va éviter l'effet Bonaldi, et toujours avec tendresse. Et ben voilà, il vous rend la monnaie de sa pièce. On peut conclure en disant que de toute façon, avec ou sans bracelet, quand on enlève un enfant, évidemment, ça déclenche forcément l'alarme. C'est mignon. Merci, monsieur Levasseur. Merci beaucoup, monsieur. Et puisqu'on parlait de gynécologie aussi, puisque vous avez vu qu'un gynécologue obstétricien effectivement réagissait de façon négative à ce bracelet électronique, je sais pas si vous avez vu, quel enchaînement, l'interview et le portrait de Doc Gynéco en dernière page de Libération. Il n'est pas gynécologue, aujourd'hui, non, mais enfin, On l'espère pas. c'est pas par hasard quand même qu'il s'appelle Doc Gynéco. Et d'ailleurs, souvenez que son premier album s'appelait Première Consultation, hein, il s'amusait beaucoup. Avec Viens voir le docteur en single phare. Et évidemment, on va donc passer justement Viens voir le docteur dans un instant, mais quand même ce portrait de Libé aujourd'hui consacré à Doc Gynéco est assez amusant. La voix de son petit maître, c'est le titre du portrait du Doc dans Libé. Et évidemment, on l'interroge sur sa relation d'amitié avec le candidat Nicolas Sarkozy, puisque, vous savez, en plus, il va sortir un livre, là, dans quelques semaines, Les grands esprits se rencontrent. Déjà, c'est drôle. Aux éditions Déjà, du ça Rocher. nous amuse énormément. Et dans ce monologue, Gynéco va essayer d'expliquer pourquoi, effectivement, il va détailler ses motivations politiques et pourquoi il soutient le candidat Sarkozy. Je vais protéger la culture et guider mon peuple pauvre au travers du mal que l'on me fera personnellement. Il explique qu'effectivement, il adore Sarko, qu'il avait invité après les émeutes en banlieue pour essayer de comprendre ce qui se passait effectivement dans les quartiers sensibles, et que c'est Est-ce que c'est vraiment le mec qu'il faut inviter, Oui. Doc Gynéco, pour comprendre ce qui se passe en banlieue? La question Très franchement, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit bout de temps qu'il l'a quitté, la banlieue. En tout cas, il dit Gynéco, Nicolas Sarkozy Il est est même pas capable de la de faire coexister les jeunes de la banlieue avec la classe moyenne, et effectivement, il a décidé depuis de soutenir Nicolas Sarkozy, et même peut-être pendant la campagne, fera-t-il les cafés, fera-t-il des photocopies, dit-il. En tout cas, il aidera au maximum le candidat. J'imagine Bon, on n'est pas près de l'avoir, le café, hein, parce que l'allure où il marche... Je voudrais un expresso. Il est froid, je reviens. Je l'avais pas demandé hier. allongé comme d'habitude. Allez, Doc Gynéco. Qu'est-ce que je lis dans France Dimanche, Jean-Luc Lemoyne? Jean-Luc Lemoyne, un passé sulfureux. Je sais pas si vous avez vu. Merde, ils sont au là courant. là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont au courant, ça y est. Ça y est, ils le savent, ça y est. Ça Il y l'avait pas vu, trop drôle. est, ça y est. Bah, il a lit pas prêté France son Dimanche. plus bel organe à des films porno. C'est vrai? Rocco Siffredi, c'est toi? C'est vrai, ça? Là-dessus, j'étais mort de Son rire. plus bel organe. Un passé sulfureux, c'est le gros titre, une page entière dans C'est France comme des Dimanche. malades sur France Un Dimanche. passé sulfureux, il a prêté son plus bel organe à des films porno. Et c'est Qu'est-ce quoi que ton que plus ça bel organe? C'est sa voix. Sa voix. C'est ma voix. Et oui, évidemment, il joue toujours avec les mots, vous savez, dans France Ben oui. Dimanche et ici Paris. Et évidemment, alors après, quand on lit l'article, on comprend un peu mieux. Avec son visage juvénile, son sourire d'enfant sage, son côté bien propre sur lui. C'est le roi du cul, finalement. Jean-Luc Lemoyne a tout du genre idéal, du garçon à qui les mères, même les plus soupçonneuses, confieraient leurs filles sans trop d'inquiétude. Là, votre belle-mère va être contente.
Une chose est certaine, si elles connaissaient le passé du dit Jean-Luc, elles boucleraient leur progéniture à double tour pour les empêcher de l'approcher. Évidemment, avec un nom comme le moine, on y va sans problème. Car le passé de cet humoriste est tout ce qu'il y a de sulfureux. Bon, déjà sur le plateau dont on a tout essayé sur France 2, par sa façon de balancer des énormités sans avoir l'air d'y toucher, Jean-Luc avait déjà un peu écorné cette belle image, lui, c'est sage qui était la sienne. Mais on pouvait encore penser qu'il était victime de la mauvaise influence de Laurent Ruquier. Là, d'accord. Là, il y a de l'investigation. Là, il y a du journalisme. Là, je vous remercie déjà. Hein. C'est tellement drôle. C'est bien écrit. On peut leur reprocher tout ce qu'on veut, mais c'est bien écrit. Ils sont bien renseignés, surtout. Régis Brun dans France Dimanche. Le soupçon n'a fait que croître à la rentrée 2005 lorsque Jean-Luc a écrit et interprété au théâtre du Splendide à Paris sa pièce Le sens du ludique. Ils ressortent les vieux dossiers. Une œuvre qu'il présentait lui-même comme une comédie pornographique et familiale. Aïe aïe aïe, l'image du gendre idéal se mettait vraiment à sentir le roussi pour le coup. Plus question d'accuser Laurent Ruquier de mauvaise influence sur son petit camarade de plateau. Merci France Dimanche. De quoi s'agissait-il dans cette pièce? D'un couple qui, ayant tout essayé, sans succès pour remettre un peu de piment érotique dans sa vie, découvrait l'univers du porno amateur. Un univers que Jean-Luc Lemoyne connaît bien. Dans la mesure où lui a fréquenté l'univers du cinéma porno professionnel. On l'appelait John Mustang. Pas comme simple spectateur, mais pire, puisqu'il lui est arrivé de prêter son plus bel organe à des films X. Alors là, définitivement, le gendre idéal peut aller se rhabiller. Cela dit, ne poussez pas trop vite des cris d'épouvante. L'organe que Jean-Luc Lemoyne a prêté à ses productions sulfureuses était seulement sa voix. En effet, lorsqu'il était jeune et afin de gagner sa vie, Jean-Luc Lemoyne a eu l'occasion de doubler en français des films pornographiques venus directement des États-Unis. Après tout, sa voix était son instrument de travail, n'est-ce pas? Heureusement, très vite, Jean-Luc Lemoyne a trouvé sa véritable voix et il est devenu, comme l'on sait, une vedette du PAF. Non, c'est bien écrit. C'est bien écrit. Franchement, Ouais, ça. non, franchement. Vous n'aviez pas vu cet article? Mais non, j'avais pas vu. MDR, comme disent les jeunes. Oui, c'est ça. Je me disais que ta voix m'était familière, en fait. Non mais c'est amusant parce que là ça ressort, mais en fait je faisais du café-théâtre et puis il y avait quelques gens de café-théâtre, on a fait ça Vincent Azé, des gens qui maintenant... Non, balance pas les autres. Si, parce que ce qui est drôle c'est que je faisais ça notamment avec le mec qui après a doublé l'extraterrestre du Big Deal. Vous savez, Bed. celui qui faisait « Mon ami Vincent ». Alors vous imaginez. Et ce qui était terrible c'est que nous on faisait ça... 20 centimètres, évidemment. pas très sérieusement, pour être très honnête. Et c'est vrai que le mec qui nous embauchait disait « Non les gars, faut arrêter là. Faut arrêter parce qu'on disait vraiment des horreurs, on peut pas tout dire, mais on n'était pas ça. Fait, tu viens, tu vas passer par le tunnel qui sent pas bon, des choses comme ça. et c'était terrible. Et le mec fait, faut pas arrêter. N'oubliez pas que les mecs, c'est pour qu'ils s'excitent. Là, ils y arriveront jamais avec ce que vous racontez. Donc vous vous calmez. Et si ce monsieur avait été un peu mieux informé, j'ai écrit une pièce il y a 11 ans qui s'appelait Amour et Chipolata qui se joue actuellement. Et un de mes personnages a fait des doublages porno et ça vient de là en fait. Ah. C'était une petite référence à ce que j'avais pu faire. Et vous, c'était quel genre de film alors? C'était pas des films très ambitieux. Je me rappelle d'avoir fait un film où le seul dialogue ça devait être et puis avec les bruitages, parce qu'on faisait aussi les bruitages à la main. Ah, ça devait être bien, ça. Fais-nous un bruitage Allez, à la fais-nous un main. petit bruitage à la C'était main. ça. Oh mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh mais vous êtes à combien dans moi? Enfin tu vois c'est... Et voilà comment Jean-Luc Lemoyne a prêté son bel organe à un film et à plusieurs films porno même. Dans un instant, on redeviendra sérieux avec Michel Bernier qui nous dira, grâce à un papier dans Elle, signé L'Habit fait le vote, comment on peut savoir peut-être qui vote pour qui en fonction des vêtements des uns et Bah, c'est des au niveau autres. du look, quoi. Et Michel Bernier a plongé son nez et tout le reste dans Elle, comme chaque Le semaine. journal est un peu petit, Puisque mais- elle adore lire Elle, et c'est bien, elle le lit pour nous, Michel. Je suis passionnée. Et cette semaine, il y avait un papier signé Marie-Pierre Lannelongue et Alix Giraud-Delin, qui d'ailleurs écrit des livres aussi, je crois, Alix Giraud-Delin, Ouais, qui est elle une est super, Alix. romancière. Et c'est sûr, effectivement, le fashion politique, comment s'habillent les gens en fonction de leurs idées. Il paraît qu'il n'y a plus de repères, alors.
Il y a plus de repères. En même temps, on voit à peu près. Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai pour qui tu votes. Alors, c'est vrai que si on imagine facilement une femme de droite porter du Chanel, on ne supporte quasiment pas qu'une socialiste soit bien habillée. C'est vrai, parce que la femme de gauche ne doit apporter aucun intérêt à son look, toute préoccupée qu'elle doit être à s'occuper de l'humanité et des SDF du canal Saint-Martin. Eh oui. Bon, Marie-Georges Buffet en tongs de chez Carrefour, ça passe, mais avec des claquettes Prada, on pourrait penser qu'elle ne croit pas à ce qu'elle dit. La femme de gauche essaie de passer inaperçue. Quand Ségolène met sa petite veste blanche, pas du corps, c'est regardez comme je suis pas fashion victime, mais simplement comme je suis simple et belle. Et je sais pas si vous avez déjà vu des vieilles photos de Madame Royale, mais ça fait penser à Céline Dion à ses débuts. Tant que je bosse, c'est pas grave si je suis moche, mais pour le succès, il faut que je me fasse limer les dents et je vire des lunettes. Le look, c'est important pour rassurer, donner confiance. Même Marine Le Pen, qui sait qu'elle va devoir un jour prendre la relève de son père, hélas, elle s'est refait une silhouette, mais pour elle, espérons que ça serve à rien. La femme de droite, question look, croit que c'est en portant des couleurs genre pupe Ripolin qu'elle va faire jeune. Genre Roselyne Bachelot ou Christine Boutin qui se bariolise de plus en plus pour faire fun. Genre j'aime pas trop les homos mais le look drag queen ça me va. Bon, alors le sac se porte en bandoulière à gauche et à droite plutôt à la main. Chez les Verts, il est en chanvre, tricoté main par une paysanne aztèque et acheté en commerce équitable. Et chez les Cocos, il est à roulette pour transporter les tracts. La coiffure se porte courte à gauche et mi-longue à droite. C'est encore une question de moyens. On utilise plus ou moins de shampoing. Et en ce qui concerne la couleur, pas trop voyant. Le genre platine au roux Yvette Horner, ça passe mal dans les meetings. Les boucles d'oreilles pendent à gauche. Et à droite, ces petits diams discrets, genre ni vu ni connu, je t'embrouille de chez Cartier. Chez les Verts, les bijoux sont fabriqués par des joailliers guatémaltèques, genre collier en pépins de melon ou piment aux oreilles, du commerce équitable, évidemment. On retrouve chez la militante de droite le bon vieux foulard en soie, cache-misère capillaire. À gauche, l'écharpe en laine continue à gratter, mais reste tendance. Et chez les Verts, le mouton vivant est du plus bel effet. En plus, on gaspille pas quand il meurt de vieillesse, on le mange. Les chaussures, à gauche, botte molle, un peu plissée. À droite, le mollet cateau bien serré dans la botte rigide. Et pour la militante communiste, le bottillon fourré du catalogue vert Baudet, idéal pour les manifs. Maquillage léger à gauche, soutenu à droite, et rides et coupes roses en avant chez les Verts, ou alors des cosmétiques uniquement testés sur des légumes. Le pantalon est à droite, la jupe à gauche, au centre, jupe culotte. Mais n'oubliez pas qu'un isoloir, c'est pas une cabine d'essayage. Bravo Michel. Alors, comment elle était habillée, Ségolène Royal, ce matin? Elle était chez Jean-Pierre Elkabbach. Vous êtes tombé amoureux, paraît-il, Ouais, j'y Mustapha. pense encore, là. Ouais, elle est vraiment très très belle, cette femme. Et alors, elle était habillée comment, alors? J'ai pas trop regardé ses fringues. T'as regardé quoi, ses yeux? J'étais complètement béat, en fait, en face d'elle. Je crois que c'est le Elle pouvoir aussi, qui est je crois qu'elle excitant. moi, j'ai eu un petit mot. Elle a arrêté de parler quand même à vue. Ah oui, elle a demandé à savoir qui vous étiez. Ouais, elle m'a dit je vous adore Jamel. Tout ça. Elle suit tout ce que je fais, c'est génial. Non mais je pense que c'est le pouvoir qui excite, voilà. Vous faites ça, je comprends pas. Je pense que c'est une femme que j'aurais jamais fait attention à elle dans la rue, mais vu que c'est Ségolène Royal et qu'elle a du pouvoir, voilà, je trouve ça Elle n'a pas excitant. encore de pouvoir. Mais ouais, elle peut en avoir en tout cas, et je trouve ça excitant, voilà. Par exemple, Marie-Georges Buffet, et tout ça, non, ça me. Comme ça me quoi, fait rien. le pouvoir et la beauté, ça va. Deux choses C'est complètement excitant, différentes. les deux. Autain, ouais. Clémentine Pas Autain. mal, Michel ouais. Ayomari aussi, quand même, alors. Michel Marie, ouais, mais oui. ça, c'est tout ça, ça me chauffe bien, quoi. J'ai envie de doubler des films porno quand je les regarde. Oui, mais tu as pas un bel organe, donc ça n'est pas possible. Si, regarde. Ah oui, Quand même. Non, là, c'est du ukulélé, ça n'a rien à voir. Michel Bernier, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Mustapha Latracy, Jérôme Bonaldi. C'est On va se gêner depuis 16h jusqu'à 18h et on nous annonçait ce matin, j'aimerais qu'on commente ensemble évidemment cette info étonnante qui va être reprise évidemment dans les prochains jours et on aura certainement encore plus de détails, cette info du Parisien comme quoi une deuxième greffe du visage a été réalisée en France. On se souvient d'Isabelle Dinoir, le nom de celle qui avait bénéficié déjà l'année dernière de la première greffe partielle du visage au monde. Les Français quand même, sous la coupe du professeur Laurent Lantieri, avaient réussi donc cette transplantation du visage. C'est un jeune homme de 27 ans cette fois qui en a profité de cette greffe du visage. Et là, je me dis que quand même, parce que c'est que ça nous semblait parfois malsain. On se disait, est-ce que porter le visage d'un autre? Et là, ouais, franchement, à lire l'article de ce matin, je me dis que la science et les progrès, finalement, c'est quand même pas mal. Parce que c'est un garçon
qu'on devait plus ou moins surnommer Elephant Man, qui souffrait de cette maladie terrible qui fait que vous avez effectivement un visage qui ressemble à celui qu'on a pu voir dans le film de David Lynch. Si effectivement ces progrès peuvent aider quelqu'un à retrouver un visage à peu près normal, c'est quand même pas mal. J'espère qu'il pourra avoir une vie normale après, parce que les phénomènes de rejet sont très très importants sur le visage. C'est bien un petit message d'espoir. Oui, ça fait plaisir, Jérôme. Ça va le rassurer. C'est vrai, mais c'est pas grave. De toute façon, il vaut mieux tenter l'histoire plutôt que de ne pas la tenter du tout. Ça doit pas être facile à vivre pour cet homme-là. Il a bénéficié d'une greffe nez, bouche, menton, mais également d'une partie des joues. Il a du bol, c'est pas moi qui ai donné les miennes. Et effectivement, ce garçon âgé de 27 ans souffrait de la maladie de von Recklinghausen. C'est le nom scientifique de la maladie, une pathologie incurable déformant le visage, similaire donc à celle dont était victime, je vous l'ai dit, le héros d'Elephant Man. Et là, d'un seul coup, on se dit quand même c'est formidable pour... Oui, mais il est pas très content parce que maintenant il a de l'acné. Jamais content. Maintenant, il a de la barbe. Avant, il en avait pas, et maintenant, il faut qu'il se rase. Alors, c'est malin. Moi, pour mon sexe, j'ai pareil. Un plus gros, vous avez demandé, c'est ça? Non, j'avais Elephant Man, on m'appelait, mais de ce côté-là. Maintenant, on l'appelle petit girafon. Est-ce que vous le laissez aller dans la piscine? Il met dans la rivière. Comme ça me fait une longueur. Combien ça elle coûte cher l'opération ou pas? Pour la savoir. peau du cul. Allez, on va redevenir sérieux, si vous le voulez bien, avec le directeur du centre de formation des apprentis de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Gironde. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous appelez ce monsieur et pourquoi la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Gironde? Eh bien, tout simplement parce que on a pu apprendre hier dans la presse qu'on allait manquer de réparateurs de vélos. C'est bien ça, monsieur Philippe Gancier, bonjour. Oui, tout à fait, bonjour. Oui, alors effectivement, on a quelques petits soucis au niveau de la réparation des vélos en Gironde et en Aquitaine d'une manière générale. Alors, comment ça? Il n'y a plus de réparateurs ou on ne forme plus les réparateurs de vélos? Alors, il y a des réparateurs, mais c'est vrai qu'ils ont de plus en plus de difficultés à trouver des jeunes qui susceptibles de suivre une formation. Et cette formation risque effectivement d'être supprimée, c'est bien ça, de l'enseignement? Elle a été supprimée en 2004. Donc il n'y a plus de CAP, formation, réparation vélo? Plus du tout. C'est paradoxal, on fait de plus en plus de vélos, paraît-il. On rend les villes de plus en plus cyclables. Et là, effectivement, si on peut... Remarquez, c'est pas compliqué à réparer un vélo. Les vélos deviennent de plus en plus compliqués à réparer. En dehors de remettre la chaîne, par exemple, alors qu'est-ce qu'il y a comme problème sur un vélo qui nécessiterait un savoir si important pour... mettre la selle. Je suis pas un spécialiste, mais c'est vrai qu'il y a des ajustements très très particuliers à faire sur les vélos carbone, sur... Il y a beaucoup de choses qui viennent se rajouter à la petite réparation. Donc c'est un métier d'avenir, on peut dire, on cherche des réparateurs de vélos en France? Il y a de plus en plus de pistes cyclables, on cherche des réparateurs de vélos, les réparateurs eux-mêmes ont des difficultés à trouver des jeunes. Nous n'avons plus de diplôme d'entrée dans ce secteur. Le CAP, le jeune ne réfléchit pas à certificat de qualification professionnelle, il réfléchit diplôme d'État. Il nous faut rapidement un diplôme. Vous-même, vous savez réparer un vélo? Oui, comme vous. Est-ce que vous savez... On va lancer l'appel, relancer le certificat d'aptitude professionnelle de réparateur de vélo. Hein. Il y a eu des choses importantes. Il y a eu l'appel de l'abbé Pierre et maintenant il y a l'appel des réparateurs de vélo. Allez, on remet aussi le directeur du centre de formation des apprentis de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Gironde. Parlons-nous. On va se gêner jusqu'à 18h avec Michel Bernier, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi, Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, vous avez certainement vu, vous qui êtes un macho misogyne, on le sait dans vos spectacles. Et... ça, c'est une belle présentation que vous me faites là. Et j'imagine qu'au Théâtre Le Temple, en ce moment, les femmes en prennent plein à leur grade, comme d'habitude. Et hier, dans François, pourtant, on nous disait que les femmes étaient moins dangereuses au volant. C'était aussi le cas dans le Parisien, qui détaillait l'un et l'autre, ces deux journaux, cette étude américaine. Des études ont déjà été faites en ce sens, mais c'est une confirmation. Une étude américaine récemment publiée. Les femmes conduisent mieux que les hommes et prennent moins de risques au volant. Aux États-Unis comme en France, les femmes au volant sont plus sûres et coûtent moins cher. Voilà. Une femme au volant, c'est la mort au tournant. Eh bien,
pas du tout, d'après cette université Carnegie Mellon qui prouve le contraire. 78% de risque en plus quand c'est un homme qui conduit plutôt qu'une femme. Mais c'est normal, les Voilà, femmes. je crois que vous avez tout dit. Ah non, mais quand Non mais même. c'est vrai, non mais c'est une étude étonnante car donc elle nous révèle une chose, en voiture, les femmes seraient moins dangereuses que les hommes. C'est vrai que quand on roule en oubliant le frein à main, on risque moins les excès de vitesse. Mais quand même, je suis surpris. Ah non, franchement, s'ils avaient fait l'étude sur certaines de mes amies, je pense qu'ils auraient pas eu les mêmes résultats. Hein. C'est vrai? Ah ouais, prenons ma compagne. C'est une expression, hein, pas une invitation collective. Eh bien, ma compagne au volant, elle est très prudente. Sauf qu'elle a un petit défaut. Quand elle te parle, elle peut pas s'empêcher de te regarder. Non mais à chaque fois je lui dis non mais tu peux regarder la route, hein, je t'entends. Eh ben non, elle peut pas s'empêcher de me fixer. C'est super dangereux parce que surtout comme je veux pas être à la place du mort, je me mets souvent sur la banquette arrière. Je sais pas si vous imaginez la situation. J'en ai connu une autre qui confondait son compteur de vitesse et sa fréquence radio. C'est-à-dire? Bah tant qu'elle sortait pas l'autoroute, ça allait. Mais une fois, elle s'est mise sur Europe 1 en plein Paris. J'ai plus jamais entendu parler d'elle. 104.7, c'est C'était ça? ça. Dans Paris, ça fait mal. Alors bien sûr, vous allez me demander, qu'est-ce qui explique ces chiffres? Pourquoi les femmes sont moins dangereuses? Toujours d'après cette étude, 2 raisons. Déjà, elles auraient plus d'intuition au volant que les hommes. Pourquoi pas? Non mais c'est vrai que si les hommes avaient plus d'intuition, ils devineraient peut-être plus facilement quand la femme dans la voiture de devant veut tourner même s'il met pas son clignotant. Non mais ils sont cons les mecs. Hein. Deuxième explication, et ça j'invente toujours pas, les femmes auraient plus peur de l'accident qui abîmerait leur physique. Ça veut dire qu'à la question « Pourquoi vous ne voulez pas avoir d'accident ?», une majorité d'Américaines aurait répondu « J'ai peur d'être moins belle après ». Non mais on n'y pense pas nous les mecs. On se dit juste qu'on peut mourir, on oublie le physique. Mais puis on a le professeur d'Anthony, nous, en En France. plus, on peut se rattraper. Et c'est pour ça qu'on sera toujours à la traîne. Hein. En tout cas, ça casse un fantasme. L'accrochage, vous savez, avec une belle inconnue qui débouche sur une histoire d'amour, ça n'existe pas. Si une fille ose avoir un accident avec toi, c'est qu'elle sait qu'elle a rien à perdre et qu'elle est moche. Bon, soyons sérieux 2 secondes. C'est un fait établi, les hommes conduisent mieux que les femmes. Trouve-moi une femme capable de conduire en plein Paris avec un téléphone dans une main et un doigt dans le nez. Vas-y, t'en connais une seule? Personne. Si les femmes conduisent si bien, pourquoi il n'y en a pas une seule en Formule 1? C'est vrai. On a Schumacher, mais on n'a pas... Si on a Caroline Loeb dans les rallyes. Ah oui, vous n'êtes pas au fait de Mais elle a eu l'actualité. un accident. Oui. C'est pris un Elle est trop poteau. maquillée, je crois. Surtout quand elle se met du rouge à lèvres, ça prend 3 heures. Enfin, comme les Américains ont toujours raison, on va dire que les filles sont moins dangereuses au volant. Enfin, comme vous le dites Laurent, tant que leur rouge à lèvres tiendra. Mais quand il faudra faire un raccord, on en reparlera. Merci Jean-Luc pour ce point sur cette étude américaine. Totalement faussée, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que les femmes sont moins dangereuses au volant. C'est un truc de mec d'avoir des accidents. La preuve, on dit une queue de poisson, on dit pas un vagin de sardine. Oh non. Mais c'est vrai. Michalak. Vous avez vu comment sont calculés les bouchons du périphérique? Ça, c'était en Parisien aussi hier. C'était intéressant parce que on voit souvent, pour ceux qui ne connaîtraient pas le périphérique parisien, il y a des panneaux tout au long du périphérique qui vous disent Porte d'Orléans, 8 minutes. Porte de Bagnolet, 45 minutes. Là, c'est l'angoisse, hein, quand vous voyez ça. Vous dites, autant sortir du périph', hein, tout de suite. Et moi, évidemment, je me demandais toujours, évidemment, comment ils faisaient, Alors, il y a des capteurs. Parce que c'est très fiable en plus, ça. Hein. Très, très fiable, paraît-il. Oui. Vous saviez, Bonaldi? Oui, c'est des boucles magnétiques. On en voit de plus en plus d'ailleurs sur les routes ordinaires, indépendamment des périphériques. C'est une petite trace dans le bitume, comme un trait qui a été fait au canif, qui a été rebouché un petit peu avec de la colle. C'est simplement un fil électrique qui est à l'intérieur et qui calcule dès qu'il y a une masse métallique, le moteur de la voiture, qu'il y a une voiture qui passe. Merci Jérôme Bonaldi, on se retrouve dans un instant après le flash sur Autoroute FM. On quitte la voiture pour la Coupe du Monde de la pâtisserie. Et oui. Enfin, quelque chose que je peux gagner. La 10e Coupe du Monde de la pâtisserie a démarré hier à Lyon dans le cadre du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Vous n'y êtes pas, Jérôme? Non, j'ai pas. C'était bien. Hein. C'est un très 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 beau salon. Tout ce qui concerne la bouffe, la cuisine et tout, on a présenté. La Coupe du Monde de la pâtisserie dure 10 heures. Oui. Ça consiste à préparer des entremets au chocolat ou glacés aux fruits, un dessert à l'assiette. Je pense que c'est un dessert à l'assiette. C'est un dessert servi dans une assiette. Au lieu d'avoir une grosse pièce montée, c'est une pièce individuelle. Et une sculpture sur glace. C'est à Lyon en ce moment. Et les chewing-gums, alors on peut... Non, ça rentre pas dans la pâtisserie, le chewing-gum, si? Si, mais c'est parce que Non. vous n'avez pas d'hygiène, Laurent. Non, parce que j'ai goûté une glace au Malabar il y a pas si longtemps. Ah, c'est bon. C'est vachement bon. Et fait qu'il va y avoir un chewing-gum amaigrissant. Oui, j'ai entendu parler de ça. Je sais pas pourquoi je me tourne vers Mais vous. si, c'est normal, c'est normal. Tout le monde se tourne vers moi généralement. Oui, oui. Non, J'ai ça, bien c'est... compris. C'est un projet, hein. Je suis. Comment ça, c'est un projet? C'est pas fait encore, c'est pas vendu encore. Pourquoi? Ben, ils auraient trouvé un petit gène qui fait que on aurait l'impression de satiété, c'est-à-dire que t'as plus faim. En Ouais, gros, le truc ouais. qui te dit, ça y est, j'ai assez Ouais. mangé, tout va bien, j'arrête de manger. Le pancréatique
polypeptide. Vous voyez, je le sais. Ça, c'est le nom du gène. Et Ils vont le mettre dans un chewing-gum. oui. On va mâcher ce chewing-gum et on aura l'impression qu'on n'a plus faim. exact. Et Tous après, les rebeux vont l'acheter pour le ramadan aussi. Hein. pour les SDF, c'est top. Oui, c'est mâche ou crève. Non, ça plus la nicorette, on bouffe plus, on fume plus. C'est génial, le chewing-gum amaigrissant. C'est pas bête du tout. Bah, c'est bien. Moi, Est-ce je que suis ça va pour. marcher? Est-ce que ça va être autorisé? Est-ce Bah, qu'on en peut... tout cas, ça se vendra, ça c'est clair. Comme C'est tous clair. les produits amaigrissants, ça va se si vendre. c'est autorisé à mettre sur le marché. Et pourquoi Les ça serait grosses pas vaches, autorisé par exemple, elles mâchent toute Là, la je suis journée. contente que vous soyez pas retourné vers moi quand vous avez dit ça. Le chewing-gum. Non, parce qu'on se fait une bulle. Les vaches, on a toujours l'impression qu'elles sont en train de mâcher du chewing-gum. Elle rumine. Non, parce qu'elle rumine. Vous avez gardé votre regard d'enfant et ça fait plaisir, Laurent. On voit qu'il vient de s'acheter une maison à la campagne. Hein. Oui, c'est ça. C'est longtemps qu'il en avait pas vu. Et c'est marrant, il y a, Alors, il y a- oui, il y a la un vache liquide blanc qui rumine. sort de leur pie. La vache rumine. Il leur a c'est interdit vrai. d'aller dans la piscine. Hein, par contre. Elles ont pas le droit. J'en ai des vaches en plus, alors je peux. Elles sont calmes. je quand vous On parle, a dit qu'on parlait pas des chroniqueuses. C'est- J'ai des vaches, alors je sais de quoi je parle quand même. Des vaches qui donnent pas de lait, donc. Laurent, ça s'appelle des chevaux. On a vu arriver le Parisien, j'aime mieux dire. On va lui dire que c'est des vaches. Voilà, mais ça prouve que vous n'y connaissez rien, hein, Jérôme. Aidez-moi Mais là-dessus. des vaches qui n'ont pas de lait, c'est pas des vaches. En fait, on lui a vendu des dalmatiens. Alors là. C'est pas vrai, je le sais quand même. Il y a Pongo C'est et la Perdita. première chose que j'ai demandé. Quand j'ai acheté des vaches, j'ai demandé, attendez là, il va falloir que je me tape la traite. On m'a dit, non, vous inquiétez pas, elles font pas de lait. Écoutez, enfin, je suis pas idiot, j'ai Mais des c'est des- vaches, elles ont jamais fait de lait, je le sais Non, quand elles même. font des briques directes. C'est des femelles ou des mâles, d'abord? C'est des femelles, c'est des Bon, vaches. c'est des femelles. Autrement, Et ça serait Elles font des pas des taureaux. par contre, elles font pipi blanc. Est-ce qu'elles ont un gros cul? Mais un Je vous en énorme pose des cul. questions sur votre femme, moi. Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi et Michel Bernier. Et notre ami Serge Liado au téléphone, qui lui sait très bien que ça existe les vaches qui font pas de lait, hein, Bien Serge? sûr, ça s'appelle des vaches qui font pas de lait. Les chansons qui se ressemblent. Aujourd'hui, vous êtes intéressé à quoi, Serge? C'est une chanson de Jean-Jacques Goldman que vous connaissez tous. Elle a fait un bébé toute seule. Et cette chanson ressemble à ce qu'on appelle un country gospel. C'est américain, ça date des années 40. Et c'est vrai qu'il y a une vraie filiation entre les deux chansons, c'est tout. On peut pas appeler ça un plagiat, mais ça ressemble étrangement. Alors, elle a fait un bébé toute seule, ressemblerait donc à un gospel des années 40, Oui, on vérifie. Je vais vous donner le titre quand même. Oui? No hiding place down here. Vous me l'auriez dit avant. There's no hiding place down here. No hiding place down here. Hiding place down here. There's no hiding place down here. Well, I went to the rock to hide my face. The rock cried, there's no hiding place. There's no hiding place down here. No hiding place down here. There's no hiding place down here. Dans tous ces magazines où le fric et les hommes sont faciles, belle des fraises, cause. Pas mal, bravo Serge. Serge Liado, vous avez entendu tout comme moi sur Europe 1 ce matin que via Internet, le numéro d'Al-Qaïda, pas Ben Laden lui-même, mais donc on va dire celui qui sont subordonnés, hein, on peut dire ça, Oui. a lancé un appel sur le net pour que Bush envoie la totalité de l'armée américaine en Irak. En effet, il dit puisque les soldats américains morts là-bas, que Bush les envoie tous, comme ça on sera tranquille. En gros, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est ça, et ils ont un matamor là-bas aux États-Unis, c'est le vice-président Dick Cheney, qui lui aussi est prêt à en découdre. Dick Cheney, le vice-président des USA, a déclaré que pour répondre à Al-Qaïda, il faut, comme l'a demandé George W., continuer à l'Irak la guerre jusqu'au bout. L'opinion a basculé dénonçant le piège, et on voit tous les jours les médias s'affronter. La presse conventionnelle voit en Bush un stratège, et la presse satirique un connard enchaîné. Yeah!
Un connard enchaîné, c'est pas mal. Bravo Serge, on se retrouve demain à la même heure. Travaillez bien. Bonaldi, vous m'avez amené des mini-lessives. Oui, des lessives liquides. Mais avant toute chose... C'est pas nouveau ça, la lessive liquide. Ah, justement, il faut que je vous dise la vérité sur les lessives liquides. Vous dites c'est formidable. Vous savez ce qu'on vous vend? Non. Jusqu'à 80% de flotte. Tu sais, lui, on arrive à lui vendre des vaches qui font pas de lait. Alors, si tu veux, Quand vous achetiez 40% de la ménagère et du ménager de moins de 50 ans de la lessive liquide, vous disiez, ouais, c'est concentré. Non, que nenni. C'était jusqu'à 80% de l'eau. On en vend de l'eau. Et oui, pourquoi est-ce qu'il y avait plein d'eau dedans? Parce qu'il fallait que ça reste liquide. Sinon, si on enlevait l'eau, ça devenait du gel. Et c'était plus liquide. Voilà. Heureusement est arrivé les plus grands chimistes de Levers, qui ont réussi à faire des surfactants, des agents de surface, enlever le phosphate, enlever le calcaire. Mon Dieu. Oui. C'est pas que Bonaldi nous trouve des objets intéressants, c'est qu'au moins on apprend des mots. Alors allons-y. Alors, voici homo, persil et skip, petit et puissant. 3 fois plus concentré. C'est-à-dire qu'à la place de 3 litres, vous avez 1 litre. Un bouchon suffit. C'est dingue. Ça veut dire que, attendez, c'est 60% de carton en moins, 60% de plastique en moins, 60% de palettes en moins, 60% de camions en moins sur les routes, et autant de CO2, et la planète qui est sauvée. Enfin, un petit peu. Qu'est-ce qu'on lave dans la machine à laver? Le linge. Ah, ça se lave. On lave le linge. Mais avec un la bouchon lessive. suffit, c'était déjà le cas. Plein Là, de fois. c'est un petit bouchon. 35 millilitres suffisent. Je peux faire comme une pub lessive? Oui. Michel, tu utilises quoi, toi, comme lessive? Moi, j'utilise Ariel. Et alors, ça marche? Ça marche très bien. Regarde comme je suis propre. Vous avez 8 ans, vous faites la lessive, vous, tous les deux, parce que là, la voix que vous avez pris. Mais nous, on a appris à la maternelle à faire de la lessive. Je vous ai vu avec Ariel, d'ailleurs, dans plusieurs téléfilms. Oui, ma petite Ariel. Vous avez vu qu'elle fait du nu, maintenant? Oui, elle va faire un spectacle au Crazy Horse. Je crois même que c'est commencé. Hier soir, il y avait plein de monde devant le Crazy Horse Saloon. Je sais pas, C'est maintenant ou jamais, hein. Elle chante au Crazy. Mais voilà. nue, elle chante nue. Elle chante quasi nue. Enfin, il y a de la lumière qui l'avait. J'ai un truc à vous montrer. Non, c'est tout. Merci, dommage. Jérôme. Mais si, un truc intéressant. Non, parce que j'ai quelqu'un au téléphone. C'est monsieur Édouard Malbois, qui est designer alimentaire, responsable, entre autres, du cabinet de tendance alimentaire Enivrance ou Enivrance. Je sais pas comment je dois dire, monsieur Malbois, bonjour. Enivrance. Enivrance, parfait. Et dans le JDD, c'est pour ça que je vous appelle, ce week-end, il y avait tout un papier sur le fait que désormais, c'était chic, c'était tendance, c'était trendy, c'était hype de manger avec les doigts. À bas les fourchettes et les couteaux, à bas les cuillères. Surtout la purée. Voilà, vive le... Et la soupe. Vive le finger food, ça s'appelle, c'est ça? Ce qui se passe globalement, et l'article du JDD parle de manger à table avec les mains, ce qui est effectivement assez chic, mais il y a aussi tout ce qu'on consomme en dehors des repas assis et qu'on va pouvoir grignoter, faire des petites collations, toute cette liberté alimentaire complètement nouvelle, toute cette gastronomie portable qui vient titiller nos habitudes alimentaires assises, quoi. Et qui a même investi, nous disait l'article, la haute cuisine. Alors certains expliquent même que c'est le boom du pique-nique et la désacralisation du repas entrée, plat, dessert, avec un peu à la méthode espagnole latine, c'est les tapas en quelque sorte, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la prolongation de l'apéritif, du côté convivial, du côté très relax, entre amis. Mais c'est un plaisir régressif, disait même l'article. Oui, ce qui mais alors on ne doit plus parler, hein, c'est-à-dire qu'on doit faire... Non, mais... Ce qui est intéressant en gastronomie... C'est la guerre du feu, en fait. Oui, moi ce que je disais, ce qui est intéressant en gastronomie, c'est que dans la gastronomie, il y avait la nouvelle cuisine, il y a eu des tas de choses, et aujourd'hui, une des sources d'inspiration majeures, c'est les nourritures de rue, les nourritures de marché, qui font que les grands chefs, en fait, s'inspirent de tous les informels qu'il y a dehors et les importent avec plus de goût, plus de prix à l'intérieur de leur restaurant. Mais j'imagine qu'il y a comme des règles de bienséance et tout. Comment ça se passe quand on sait les couverts, comment ça se positionne? Par exemple, si on est face à une assiette comme ça, la main droite, on la met de quel côté de l'assiette? Ah, ça c'est très bien. J'y avais pas pensé, mais c'est très bien. Non mais faut faire attention à ce qu'on mange. Si on mange du poisson et qu'on rentre à la maison après, votre femme peut vous croire infidèle. Oh non. Oh. C'est dégueulasse. Non mais il y a un côté infantilisation des gens quand même, je trouve, de plus en plus quand même. Et tu dis qu'on régresse, je crois pas. Au contraire, c'est ludique. On s'amuse et on peut inventer des choses. Faut pas se laisser impressionner par le fait, le repas important avec les couteaux à droite, les 4 verres. Là, tu picores, tu prends ce que tu veux et tu t'inventes des goûts. C'est libre cours à l'imagination. Ce qui est important, c'est qu'il
il y a un avenir au-delà des repas assis. Il y a d'autres façons de manger. Il y a une vraie liberté qui correspond à de la création, qui c'est pas, faut pas tirer à vue, c'est pas forcément mauvais. Vous êtes en train de nous dire que vous avez inventé le cocktail, en fait. Il est en train de dire qu'il a inventé le sandwich, en fait. Mais si on s'ouvre à tout ce qui se passe dans le monde, là, moi, je rentre d'Inde, par exemple. En Inde, les gens mangent des choses fantastiquement bonnes, sur le pouce. Mais en même temps, on peut avoir le plaisir de se retrouver assis. Mais pourquoi toujours tirer à vue ce qui sort en dehors des repas assis? Il y a plein de créations super intelligentes. Il y a plein de gens qui font des nourritures équilibrées, qualitatives. Tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de construire toutes ces plaisirs, parce qu'il faut parler de plaisir, en dehors des repas qui sont de bonne qualité, qui sont pas des usines à culpabiliser. On va se gêner avec Perry Cochin, Michel Bernier, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi. Oui, vous avez bien entendu Perry Cochin qui nous a rejoint pour sa chronique hebdomadaire. Comment bien se comporter en société, Perry? À peu près ça, oui. Et aujourd'hui, il faut dire, c'est de plus en plus difficile quand on est un homme, parce qu'il arrive de plus en plus souvent, et on le voit avec le cas François Hollande, Ségolène Royal, que la femme a un poste plus important que le mari, et à table, c'est dur à vivre. Mais pas qu'à table, Ah oui. c'est dur à vivre en général. Comment faut faire alors? Écoute, il y a plein de petites astuces. Écoutez, s'il vous plaît. Quand on apprend les bonnes manières, on vous voit. Pas forcément, d'accord. Alors écoutez, il y a des règles qui ont changé, mais une qui n'a absolument pas changé, c'est la galanterie. La femme a beau vouloir être libérée, beau machin, on tient quand même à ce que le garçon ouvre la porte de la voiture, qui porte le... Oh bah oui, c'est le minimum. Moi, je pensais que ça allait être à Ségolène Royal de faire ça maintenant à François Hollande. Pas du de tout. lui tenir son manteau. Pas du tout. On veut le beurre, l'argent du beurre, le cul de la fermière et tout le temps. Et on paye le resto. Et vous payez évidemment le resto, bah évidemment. Bah non, on est galant, là, laisse payer d'abord. Non, normalement. Pas du tout. Bon alors, autre règle. Alors, autre règle, si vous vous retrouvez dans la situation vraiment du prince consort. Donc, situation François Hollande, hein. Complètement. Bon. Si vous avez la chance d'être emmené avec elle dans un dîner ou dans une réception ou un rendez-vous d'affaires, eh bien là, il faut essayer de faire au maximum l'attitude potiche. C'est-à-dire, vous souriez, vous passez la main dans les cheveux, pas trop la ramener, ou alors si vraiment vous êtes sollicité, si vous êtes vraiment sollicité, là vous pouvez parler chiffon, et pour vous c'est bagnole, foot, hein, Jean-Luc, ça vous avez le droit, c'est sans risque. Des bonnes conversations de bourrin, quand tu me regardes, ça me fait bien plaisir. Mais on peut se plaindre parce qu'on est les seuls à éduquer les gamins? Non. Surtout pas, il faut pas se plaindre parce qu'après vous risquez les grosses réprimandes dans la bagnole. Oui. L'engueulade, tu m'as fait honte, tu déconnes, etc. Ça vous pouvez pas. Ça sent le vécu, ça. Mais complètement. Et alors, si vous n'êtes pas de sortie parce que madame a un dîner d'affaires ou un dîner professionnel, là, il n'y a aucune honte à se mettre derrière les fourneaux. Il y a Michel à l'air sceptique. Hein. Non, mais j'écoute passionnément parce que j'ai l'impression d'entendre ma vie. Il n'y a pas un risque qu'on prenne la vedette en faisant trop bien la cuisine? Mais non, mais c'est bien. Si vous arrivez à prendre un vrai positionnement dans le couple à ce niveau-là, moi, je suis archi pour. Non. Alors, est-ce que l'homme a le droit d'aller chez le coiffeur comme les femmes? Oui, là, clairement, si vous avez le temps, ce qui est souvent le cas des femmes qui travaillent pas, elles ont le temps d'aller traîner chez le coiffeur, d'aller chez l'esthéticienne, se faire des soins et tout ça. Eh bien, évidemment, les hommes peuvent y aller, mais surtout, les marques de cosmétiques ont toutes pensé déjà depuis longtemps au pouvoir des femmes, puisqu'elles ont prévu 12 tonnes de produits cosmétiques pour les hommes. Et alors, le vrai avantage dans cette histoire de coiffeur, c'est que nous, quand on allait chez le coiffeur, eh ben, on n'avait pas beaucoup de chance de le séduire, parce que franchement, tout le monde sait que beaucoup de coiffeurs sont gays, alors que vous, les hommes, vous avez une chance de pouvoir l'attraper, votre coiffeuse. C'est quand même un avantage. Et votre coiffeur aussi. Et votre coiffeur aussi, c'est sur les deux tableaux. La shampouineuse. Mais, voilà. Vous, dans le couple, Perry Cochin et Guillaume Cochin, qui est le plus connu que l'autre à table? On peut savoir ça? Non, c'est sûr que c'est moi. J'ai envie de demander à votre époux, Guillaume Cochin, vous êtes au téléphone? Je suis au téléphone et j'entends. Et voilà, parce que c'est pas tout de nous raconter des histoires, mais... Vous avez vu la vie que je vis? C'est vrai, c'est comme ça? Vous n'avez pas le droit de parler à table, Guillaume Cochin? Non, j'ai rien le droit de dire. Il faut que je sois beau et que je me taise en bout de table. Et comment ça se passe avec la coiffeuse? C'est pour ça que vous écrivez, parce que vous n'avez plus le droit de rien dire. Ouais, voilà, je reste chez moi en haut dans
dans ma tourelle et j'écris. La raison pour laquelle on a fait cette surprise évidemment à Perry Cochin, c'est parce que Guillaume, son époux, et vous êtes mariés d'ailleurs. Ah oui, marié, absolument. Ça devient intéressant d'avoir Perry Cochin en même temps que Guillaume au téléphone parce que le titre du dernier roman de Guillaume Cochin, c'est Spermatophilie. Ouais. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui deviendra grand, puisque la majeure partie du bouquin il est adulte quand même, mais on commence par lui tout petit, qui, comment je pourrais dire ça? Vous pouvez utiliser comme terme au jeu solitaire. Au jeu solitaire, voilà. Et Jean-Luc nous a souvent dit ici qu'il n'arrêtait pas de jouer à ça. Et c'est Ah bon si. Tu joues au pendu? Ça nous a valu une demi-heure d'émission. Je me souviens très bien de cette vous étiez affaire. parti tout seul là-dessus. Non, je suis non, désolé, je peux pas tout faire. Je peux pas être le roi de la masturbation et le roi du porno. Ça va bien. Arrêtez de casser mon image. En tout cas, pour votre héros, Guillaume Cochin, c'est maladif. Je m'étais un peu inspiré de Jean-Luc Lemoyne. Merci Guillaume, il faut qu'on se parle vraiment. Sauf que cette gêne, ce handicap que vit ce petit garçon, quand il deviendra grand, il va en faire son métier. En fait, l'idée, c'était que c'est le principe de la résilience, c'est-à-dire qu'au départ, cet enfant, il a une activité comme beaucoup de jeunes, et il se masturbe, le terme existe et on l'utilise, mais sauf que lui, ça va devenir une névrose très rapidement, il va s'isoler à cause de cette pratique, ça va devenir un réel handicap dans sa vie jusqu'au jour où il découvre qu'il peut donner son sperme dans une banque de sperme. Et là, sa vie va se transformer, donc le principe de la résilience étant de passer d'une vie avec un handicap à fabriquer une vie formidable. Pendant combien d'années il fait ça, donner son sperme? Il donne son sperme pendant 1 an, sauf qu'il y va comme un travailleur, il s'applique, il y va 2 fois par jour, il s'arrête, il va à une cantine, il a une véritable activité de travailleur, il prend le métro le matin, c'est une véritable fonction, il essaye d'être le meilleur dans ce qu'il fait, il veut être le Tiger Woods de la masturbation et il est très très appliqué dans ce don. Malheureusement, au bout d'1 an, on va le dire qu'on a assez. Guillaume, là, je voudrais pas dénoncer, mais Jérémy Michel qui a sorti son stylo, je crois qu'il voudrait l'adresse de la banque de sperme. Parce qu'il vient de s'apercevoir qu'il vivait au-dessus de ses moyens depuis très longtemps. Allô? Je t'entends pas. Je t'entends plus. Est-ce que Jérôme Bonaldi, qui d'habitude ne branle rien, là, a lu votre livre. Je vais vous demander un exercice très difficile. Est-ce qu'il est possible de teaser sur la fin, sans dévoiler la fin? Parce qu'il y a une jolie fin. Tu veux nous donner Il y a un une fin échantillon, là? magnifique, on s'y attend pas du tout, et c'est plus qu'une calipette, c'est plus qu'une intelligence, c'est plus qu'un retournement de situation. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Racontez-nous la fin, sans nous raconter la fin. Sans vous raconter complètement la fin, c'est cet homme, une fois qu'il a été à la banque du sperme et qu'on l'a jeté, vit ça très mal, il rentre chez lui comme un chômeur et il va commencer une grande déprime jusqu'au jour où on se rend compte que à la télévision, ça on peut le raconter, il y a une annonce pour un enfant qui est atteint d'une maladie génétique rare. Faut pas que t'en dises trop. Non, voilà, ça y est. On revient à la chronique. On revient à la chronique de Perry. La première chronique. La femme reprend le pouvoir. Mais elle a raison. Je crois qu'il faut. On va régler ça. Tais-toi. Faut pas en dire plus. Elle a raison parce que. Non, j'en dis pas plus, mais c'est une fable. Voilà, on peut tourner ça comme une fable avec une très jolie fin qui est une pirouette sur la vie. Et c'est un petit peu cette idée que je me fais du fait que quand on a un handicap lourd, on peut toujours, la vie vous apporte des surprises formidables qui font que les choses s'arrangent. On peut joindre l'outil à l'agréable. Ouais. Guillaume Cochin, Spermatophilie, c'est chez Jean-Claude Gavzevich, éditeur. Guillaume Cochin, enfin, vous avez eu la parole et c'est pas facile avec une épouse comme Perry. En tout cas, je vous en remercie beaucoup, Laurent. On va gêner jusqu'à 18h. Michel Bernier, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi et Paul Vermus au téléphone. Bonjour Paul. Salut Laurent. Vous avez vu, c'est Paul. Je vais pas vous donner la parole tout de suite, cher Paul Vermus, parce que j'ai envie, et puis je suis sûr que vous n'êtes pas encore au bout de votre enquête, j'ai envie de vous interroger sur la première théâtrale de ce soir, Alain Delon, Mireille d'Arc, sur la route de Madison, c'est au Théâtre Marigny, c'est bien ça? Oui, absolument. Et vous me confirmez que ça commence ce soir? Il n'y a pas de souci, c'est le lever de rideau. Voilà. Alors, avant que vous nous en disiez plus sur cette folle aventure, les retrouvailles Mireille d'Arc, Alain Delon, voilà ce que je vous propose. Dalida et Alain Delon, parole. Que de souvenirs. Que de souvenirs. Vous aimez cette chanson. Allez, dites-nous en plus alors sur ce couple. Ça commence tout à l'heure. Alors il faut savoir qu'Alain Delon sera dans sa loge vers 17h à peu près. Il faut quand même savoir qu'il n'a pas une loge, il a 3 loges. Il aime l'espace.
Alors il y a déjà une petite injustice parce Pourquoi que 3 loges? parce Pour qu'il ces aime chiens, l'espace, et puis il a transformé ces 3 loges en un véritable musée. C'est le musée Alain Delon. D'ailleurs, si vous voulez aller au théâtre voir sur la route de Madison, vous pouvez aussi aller visiter le musée Delon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces loges? C'est toute sa vie. Il retrace toute sa vie sur les murs. Alors, on voit Remy Schneider, on voit Nathalie Baye, Brigitte Bardot, Visconti pour qui il a tourné. Il a toute sa famille. Alors bon, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à 5 heures, il fait de la méditation. Il somnole, il boit du thé. Pour lui, le théâtre, c'est une véritable thérapie parce que, surprenant que ça paraisse, Delon, lui, il fait pas du tout de sport. Ce que vous voulez dire, c'est là, il est bientôt 18h, il est déjà au théâtre. Il est déjà au théâtre et voilà, il se décontracte, il se détend malgré tout le stress. Alors vous savez qu'au départ, c'était pas Mireille d'Arc qui devait avoir le rôle, hein. Ah non? Bon, il a appelé Mireille d'Arc. Mireille d'Arc était en vacances avec son mari à Rome. Ça fait toujours plaisir d'avoir Alain Delon qui vous appelle, hein. Oui. Alors, bonjour, j'ai besoin de toi dans 6 mois. Tu me dis oui tout de suite. S'il avait dit non, c'était Nathalie Baye. Donc, vous voyez, il avait déjà tout prévu. Sans même lui dire le nom de la pièce, sans même lui lire quoi que ce soit de la pièce. Absolument pas. Lorsqu'il a pris, alors Delon, il est comme ça, il prend un manuscrit, au bout de 2 lignes, il aime pas, il jette, sinon il va jusqu'au bout. Et là, ça a été un véritable coup de foudre. De toute façon, il dit cette pièce, c'est ma vie. C'est vrai que ça lui ressemble un peu, cette passion folle qui va durer 4 jours sur scène. Alors le rideau va s'ouvrir dans quelques heures, là, rapidement. Je vais me demander, Paul, qu'est-ce qui se passe, qui va venir? Qu'est-ce qui se passe, qui va venir? C'est la Oui, première. Paul, qu'est-ce qui se passe, qui va venir? Parce que la générale, c'est lundi prochain. Oui, mais il y a quand même des amis qui peuvent venir aujourd'hui. Alors qui? Alors on peut imaginer que Nicolas Sarkozy, qui est pas très loin, puisqu'il est place Beauvau, c'est quand même 300 mètres à pied, pourrait être là. Les vieux amis comme Belmondo, qui préfèrent venir quand c'est plus calme, etc., pourraient être là. Astrid Veillon pourrait être là aussi, et Jacques Lang. Alors, en Pourquoi revanche, Jacques Lang? Parce qu'il fait partie... Parce qu'il est toujours là. Voilà, il est toujours là. De toute façon, quand c'est pas Jacques Lang, c'est Renaud Dondieu de Vabre. Renaud, il va attendre probablement l'avant-première. Et voilà, donc. Puis ensuite, sera prévenu une petite sauterie intime dans un établissement à côté des Champs-Élysées. Le Berkeley. Lequel? Qui a dit le Berkeley? C'est moi. Et vous y serez ce soir? Moi, non, je ne sors jamais le mardi soir. C'est un vieux principe. C'est n'importe quoi. C'est pour nous dire que t'as pas été invité, Paul. Non, vous plaisantez, non, mais arrêtez de dire, non, c'est Péri, soyez gentil, hein. C'est pas parce que votre mari a écrit un livre que ça y est, il faut avoir la grosse tête, hein. Elle a le Delon. Oui. Vous savez bien que je suis invité partout, mais mon luxe, mon snobisme à moi, c'est de refuser. Je vais quelque part quand j'en ai envie. Il y a un dîner gratos après, Paul? Non, le dîner gratos, c'est club privé. C'est pas pour vous, vous faites pas partie de la famille de Delon. Voilà. Il y aura Anthony? Probablement, il y aura les 3 enfants. Ils ont 12 ans, 16 ans et le grand Anthony. Mais il n'y aura pas les chiens. Hein, Est-ce qu'il risque d'avoir des problèmes de texte? Parce qu'il est quand même un homme de cinéma. Et dans le théâtre, il y a du texte à apprendre par cœur. Est-ce qu'il a une oreillette? Non, absolument pas. C'est un véritable acteur. Il fait pas comme certains. Vous vous souvenez de Depardieu et de son oreillette. Bon, il a pas d'oreillette. Ça fait 6 mois qu'il répète, hein, quand même. Hein. Bon. Alors, je vous signale encore une chose, c'est que en général, Delon lit pas les critiques. Hein. Mais ça veut dire que Alain Delon ne te connaît pas. Alain Delon. Alors attendez, petit bonhomme là, qui me parlait de façon un peu familière. Hein. Alain Delon, la dernière fois, j'étais au Fouquet, vous voyez. Il me fait un petit signe amical. Il me dit, Paul Vermus, venez donc prendre un café avec moi. Wow. Bon, voilà, ça n'arrive pas à tout le monde. Il disait, ramenez-moi un café, s'il vous plaît, Paul Vermus. Garçon, c'est le il a pas dit Paul Vermus. Bon, vous savez qu'on avait, pour changer de sujet, Ségolène Royal dans nos locaux aujourd'hui. On aura évidemment Nicolas Sarkozy dans quelques jours. Tous les candidats vont se succéder au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Et vous avez les derniers surnoms de Ségolène Royal. Alors ça, c'est signe de notoriété. C'est probablement la candidate qui accumule le plus de surnoms. Je vais vous préciser que nombre d'entre eux sont signés des éléphants socialistes. Je vous donnerai pas les noms parce qu'ils gardent l'anonymat. Alors, on connaissait déjà Cruella et Marie Bénard, l'empoisonneuse du PS. Hein. Ça fait toujours plaisir. Mais parmi les plus récents qui arrivent sur le marché maintenant pour surnommer la Ségolène, alors il y a Folcoche, il y a Égolène, à cause de son ego surdéveloppé. Égolène, oui. Égolène, vous avez Sœur Sourire. Oui. Et le tout dernier, il est assez joli, c'est la Dame aux caméras. Alors la Dame aux caméras, dont l'auteur n'est pas un socialiste, finalement l'auteur, je vais vous dire qui c'est. C'est Philippe de Villiers, je l'ai lu dans la presse comme vous. Pas du tout, c'est pas du tout Philippe de Villiers, c'est Pierre Charon, qui est le conseiller en communication de Sarkozy. En tout cas, c'est Philippe de Villiers qui a prononcé cette phrase ce week-end, c'était dans tous les journaux ce week-end. Il a emprunté un mot qui n'était pas de lui, et d'ailleurs j'ai eu Pierre Charon au téléphone qui m'a dit de faire le rectif, donc le rectif est fait. Et il fait.
Voilà, et arrêtez de m'énerver. Hein. Ça suffit comme ça. Pour travailler, je suis pas là pour recevoir des remarques. Alors, puisqu'il faut de l'équilibre dans ce que je fais, alors je dirais que Sarkozy, on continue à le surnommer Brutus, que Villepin, on continue à le surnommer La Pompadour, et François Bayrou, Dingo. Voilà. Dingo, le surnomme. Ouais. J'ai oublié François Hollande, oui. François Hollande, c'est toujours tataillé. On devrait lancer un grand concours justement avec les auditeurs d'Europe 1 sur europe1.fr de proposer des surnoms pour Paul Vermus. Envoyez vos surnoms, tout ce que vous proposez sur Paul Vermus, nous l'acceptons. Allez, on se retrouve bientôt. Merci Paul Vermus, bye bye. Et nous on se retrouve demain à 16h, comme d'habitude 16h, 18h. C'est On va se gêner, bye bye.